Amis du café, amis de la police, amis de la réforme de la police. Eh bien bonsoir, nous sommes le 5 juillet 2021, il est 18h et nous recevons ce soir deux invités que je ne connaissais pas il y a encore quelques minutes. Alors d'ailleurs l'une d'elles je la connais toujours pas parce qu'elle n'est pas là, c'est Marion Beauvalet, mais je pense qu'elle va pas tarder, et François Tullier. Tous les deux sont les auteurs coupables de deux notes sur la police intitulées Mettre la République en sûreté. Ça a été publié par un laboratoire d'idées qui s'appelle Intérêt Général, dont la presse de droite, type Marianne, qualifie il est proche de la France Insoumise. On verra ce qu'il en est. Enfin, ça vous situe un peu quand même les lascars, bien que François Tullier est un ancien de la DST et DRG, et aujourd'hui il est plus du tout ça, il est chercheur associé au Centre d'études sur les conflits. Donc on verra avec lui, voir comment il est passé de l'un à l'autre, etc. Ce sont deux notes qui sont évidemment très marquées par la gauche, par une idée de gauche, par une idée de... On va parler de ça. Est-ce que c'est possible une police républicaine de gauche? Est-ce qu'une police de gauche ça existe, ça a eu existé? Bienvenue ici, François. Vous savez que je convoque les gens pour 1 heure, il reste 3 heures en règle générale quand ils se comportent bien. Vous êtes au courant? Non? J'ai tout le temps. Oui, il n'y a pas de souci. Je suis en garde à vue, quoi. Pour l'instant, non, mais ça ne saurait tarder. Ça saurait tarder. Ah, vous savez, c'est toujours un plaisir, hein, policier ou ancien policier, de vous mettre en garde à vue. C'est, comment vous dire? Il n'y a pas de petit plaisir, hein, voilà. François, vous avez rédigé donc une note d'une série de 2 notes pour ce think tank, ce laboratoire d'idées qui s'appelle Intérêt Général. Ces notes s'intitulent Mettre la République en sûreté. On va revenir là-dessus parce que, en fait, vous revenez sur l'idée de l'idéal révolutionnaire de la sûreté et non pas de la sécurité. Mais d'abord, je voudrais vous demander, c'est quoi Intérêt Général et qu'est-ce que vous faites là-dedans? Oui, j'ai bien aimé, David, quand vous dites, oui, il a travaillé à la DST, mais bien que maintenant, il rédige des notes qui sont orientées à gauche. Alors, Intérêt Général, bon, c'est un vieux compagnonnage. Voilà, je les connais depuis très longtemps. Je ne fais pas partie de l'équipe dirigeante, donc je serais bien normal de vous répondre sur ce dont vous parliez, c'est-à-dire les liens réels ou supposés avec la France Insoumise. Mais il est bien évident que quand vous traitez de ce type de sujet sous un angle républicain, évidemment, la famille de pensée France Insoumise n'est jamais très loin. Et effectivement, il y a un certain nombre de militants de la France Insoumise qui en font partie, mais pas que. Et en tout cas, pour cette note, on a essayé de consulter un maximum de personnes, et elle a vocation à circuler, bien évidemment, bien au-delà de la galaxie insoumise, puisque c'est une note qui a vocation à circuler dans tous les cercles républicains qui voudront bien s'emparer de ces questions et avoir le courage de déconstruire un peu ce mythe de la violence. Enfin, j'imagine qu'on va en reparler, mais et le courage de reposer les fondations de ce que pourrait être une police républicaine et une politique de sécurité républicaine. Donc, vous voyez que ça va bien au-delà d'intérêts partisans, même si effectivement, voilà, il y a des liens évidemment idéologiques, mais qui ne sont pas limité à ce parti, bien sûr, mais l'histoire d'Intérêt Général est effectivement liée à ce parti, mais les liens ne sont pas si consubstantiels que ça. Bon, alors pour l'instant, les gens arrivent petit à petit, donc là c'est presque confidentiel. Pour l'instant, on est une petite centaine. Bon, puisque vous avez servi les services, qu'est-ce qui me garantit que vous ne les servez plus? Ouais, c'est quand même toujours la question. Oui, mais alors qu'est-ce qui serait menaçant dans le fait que je les serve encore? Je vous retourne la question. Voilà, c'était une partie de ma carrière dont je ne suis ni honteux ni fier. Je crois que c'est intéressant quand on se lance dans une carrière de chercheur de savoir à peu près de quoi on parle et d'avoir mis un peu les pieds
les mains dans le cambouis et de connaître de l'intérieur un monde qui est réputé comme étant un monde relativement clos, avec des méthodes qui sont réputées comme étant obscures, et après de faire ce pas de côté du chercheur pour essayer d'y discerner, voilà, et de produire de la connaissance. Je pense que c'est pas forcément un handicap d'avoir connu ce monde-là pour réfléchir dessus dans un second temps, quoi. Je salue l'arrivée de Marion Beauvalet. Bonjour. Marion, l'auteur de la deuxième note, celle des propositions, qu'on abordera assez vite. Je donne juste 6 points parce que comme ça va mettre la table. Les propositions: 1. Cibler la délinquance économique, la corruption et la fraude fiscale. 2. Briser les réseaux de drogue dure et de traite des êtres humains. 3. Revenir à la raison dans la lutte antiterroriste. Alors là, je pense que François Pullier aura aussi des choses à dire. Il a travaillé dans un service antiterroriste. 4. Lutter réellement efficacement contre les violences sexuelles. 5. Assurer la sûreté des personnes dans les manifestations et lors des interpellations. On ne voit pas de quoi vous parlez. Et 6. Réorganiser la police pour agir en bon ordre. Voilà, ça c'est vos 6 propositions. Vous démarrez votre note en disant que la sécurité n'est pas un droit, mais un contrat qui lie un ensemble donné des citoyens via le jeu de la démocratie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que c'est absolument pas le discours. Votre note va vraiment à rebours du discours ambiant sur les questions régaliennes, sur les questions de sécurité, même si de temps en temps on retrouve des choses très classiques, notamment dans les propositions, enfin plutôt attendues, et d'autres très surprenantes. Mais votre constat, lui, il va quand même pas mal à rebours de ce qui est dit. Déjà, vous commencez par ça. C'est pas un droit, c'est un contrat. Entre qui et qui? D'ailleurs, c'est d'ailleurs sous ce sceau-là que la droite, à partir des années 70-80, notamment suite au rapport Perfit de 76, a défini une sorte de pacte de sécurité. C'est-à-dire, c'est une manière de vivre ensemble en visant la tranquillité publique. Et là, on peut s'accorder à dire que de toute façon, la police, les services de police de manière générale, ne sont pas là pour éradiquer le crime. Ils n'en ont pas les moyens. Donc, ils ne sont uniquement là pour, disons, en limiter les excès et les diluer dans le temps et dans l'espace. Je dirais dans le temps, c'est-à-dire par le jeu des enquêtes, des procès, des peines, et voilà. Alors, c'est ce que vous dites dans votre rapport. Vous écrivez: les forces de l'ordre ne sont pas là pour éradiquer la violence, ce qui serait hors de portée, mais uniquement pour réguler les crimes et délits. Est-ce que vous voulez dire... Donc là, évidemment, je m'adresse aux chercheurs, mais je m'adresse quand même, malgré tout, à l'ancien policier de renseignement que vous avez été et de contre-espionnage que vous avez été. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une gestion habile de ces questions-là? C'est-à-dire que les policiers savent qu'ils ne pourront pas éradiquer et qu'il y a donc dans leur travail une question d'affichage, finalement, dans leur travail. C'est pas tant le résultat, mais c'est la régulation, c'est un jeu d'équilibre. Est-ce que ça, c'est vraiment pris en compte, vous pensez? Parce que le discours qu'on nous donne, c'est jamais ça. On écoute le Gérald Darmanin, il passe son temps à aller de commissariat en commissariat, en dire je mets plus de policiers, je vais mettre fin à tout. Bien sûr. Non, il faut partir de... Il y a deux principes, je crois, qu'il faut avoir en tête quand on aborde ces sujets-là. C'est que ces mots de violence, ces mots de sécurité sont des coquilles vides. C'est-à-dire ce sont des mots valises qui ne veulent rien dire en eux-mêmes. Ce sont uniquement des marqueurs sociaux qui indiquent où se trouvent les rapports de force à un moment donné entre classes sociales. Voilà, c'est la manière dont elle s'exprime, la violence, la manière dont on en parle, la manière dont on la tolère ou pas, dont on la condamne ou pas, la manière dont on la réprime. Tout ça, ce sont des mises en mots, des mises en concept, et ce sont des fictions, si vous voulez, sociales et sémantiques. Voilà, on se focalise sur des termes qui, en soi, n'ont pas de signification à proprement parler. Et la deuxième chose sur la violence, c'est que la vie en société provoque évidemment un niveau de violence incompressible. Et ce sont des tensions sociales qui s'expriment là où elles le peuvent.
et il y a une espèce de circularité de la violence, si vous voulez, qui tourne en rond entre acteurs sociaux et qui s'exprime en fonction des contextes sociaux, politiques, ethniques, etc. Mais c'est le même niveau de violence qui circule finalement, et une violence inassouvie, une violence qui n'a pas réussi à s'exprimer, de toute façon s'exprimera d'une autre façon ailleurs, et trouvera toujours des victimes de rechange par rapport à une violence subie, voyez. Donc, quand on a ce double guidelines en tête, on ne peut pas être surpris par le fait que une violence est là, elle est définitivement là, et les politiques publiques, l'État en particulier, ne font que la réguler. Il l'a fait énormément depuis le XIIIe siècle, et la violence, de manière générale, a baissé historiquement, énormément, notamment la grande violence. Le taux d'homicide, par exemple, qui est la seule donnée fiable, la seule statistique fiable en matière de violence, a baissé spectaculairement depuis le XIIIe siècle. Quand vous parlez du XIIIe siècle, parce que là, il se passe quelque chose d'important, c'est le début pas de la police moderne, mais enfin, de la mise en place d'une police, quoi. Et le début de la collecte de ce type de données, notamment au niveau des villages. Et donc, on se rend compte qu'à l'époque, on a un taux d'homicide, par exemple, le taux d'homicide en général est calculé pour 100 000 habitants. Et bien, ce taux d'homicide au XIIIe siècle, il est de 100 pour 100 000 habitants, ce qui est évidemment énorme. Il tombe après dans les statistiques, il est de 10 au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, le taux d'homicide est environ, en France, il tourne autour de 1. Donc 1 pour 100 000 habitants. Donc on voit que la seule donnée fiable, statistiquement parlant, indique une baisse tendancielle sur le temps long de la violence. Ça, c'est incontestable, puisque pour le reste, cette montée de la violence, cette flambée de la violence qu'on nous décrit à longueur de médias n'est pas prouvable scientifiquement. Et la plupart des indicateurs, d'ailleurs, montrent qu'elle est fausse, que c'est une fiction politique qui sert à un certain nombre d'intérêts. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle de l'État, les policiers, les services de police, tout ça se manifeste au travers de ce qu'on appelle la politique pénale. La politique pénale laisse à l'État une grande marge de manœuvre pour hiérarchiser les menaces, placer un certain nombre de personnels sur des menaces et moins à d'autres. Et on y reviendra sans doute, mais depuis 40 ans, et notamment depuis le premier choc pétrolier et la crise économique qui en a suivi, l'État a décidé de privilégier, de hiérarchiser la violence des pauvres, c'est-à-dire la délinquance de voie publique, les atteintes aux personnes, les troubles à l'ordre public. Ça, c'est un point extrêmement important sur lequel j'ai vraiment envie qu'on s'attarde, et notamment Marion dans les propositions. La première de vos propositions pour refonder une police, c'est d'aller s'attaquer à la violence des riches, ce que vous appelez la violence des riches. Ce que disait François, ce qu'on montre dans la note, c'est que l'institution policière, elle n'est pas déconnectée du fait politique, et donc la police, c'est un lieu, c'est quelque chose d'éminemment politique, donc elle fait de rapports de force, et la police, l'institution, on lui donne une couleur politique qui est choisie. Donc à partir de là, nous, la vision de la police qu'on a, c'est pas celle qui est voulue aujourd'hui par, j'ai envie de dire, un bloc qui serait bourgeois et réactionnaire, qui pour défendre ses intérêts fait le choix de la répression, qui fait aussi le choix politique de concentrer par exemple des moyens sur le fait d'aller flécher des gens qui par exemple qui dealent en bas de réseau plutôt que de chercher à démanteler les réseaux, qui fait le choix de fermer des gendarmeries et supprimer la police de proximité au lieu au contraire de renforcer le maillage territorial. Donc oui, il faut une police, mais la question c'est quelle police? Et donc l'intérêt de cette note, c'est de montrer que nous demain, il y a un camp qui est intéressé par cette note, qui prend le pouvoir, il a tout un tas de petites astuces, de grandes missions pour faire en sorte que cette police, ce soit une police au service du peuple, du plus grand nombre. Et voilà. Et peut-être pour ajouter à ce que disait François aussi sur
le fait que la note, elle n'est pas du tout dans le sens de ce que, par exemple, les discours dominants aujourd'hui, où je pense à Gérald Darmanin, ce que ces gens-là disent, il y a tout un camp en fait qui estime que finalement la gauche, quand elle parle de sécurité, elle est laxiste. Nous, si aujourd'hui on n'est pas là, on sait que la police, par exemple, elle n'est pas là pour éradiquer entre guillemets le crime, c'est parce qu'on déconnecte pas non plus l'institution policière d'autres domaines, par exemple de l'éducation, de la question économique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de délits qui existent, qui sont liés à la précarité économique. Et donc, finalement, une police, une institution policière de gauche, elle s'inscrit dans un système plus large, dans un projet politique global, et on déconnecte pas ces enjeux-là, ce qui fait que nous, en fait, on va chercher les causes des phénomènes. Au lieu de chercher à juste éradiquer un délit à la surface, on va chercher les causes de ce délit-là. Et finalement, c'est aussi en prenant les causes des phénomènes que, à terme, on peut les diminuer, en tout cas les comprendre et agir sur le réel. Oh, mais vous êtes parfaite, vous. Si je peux ajouter un mot en complément, c'est de dire qu'entre ces deux formes de délinquance, c'est-à-dire la délinquance des supposée des riches et celle des pauvres, pour un État, il faut savoir qu'elles n'ont pas la même toxicité, la même dangerosité. La délinquance des pauvres, donc cette délinquance de voie publique, les petites atteintes aux personnes, les petits deals, enfin tout ce dont on vient de parler, c'est une délinquance qui est relativement circonscrite dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de viralité très importante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut la déplacer très facilement. On éloigne les délinquants des beaux quartiers et on va les mettre en périphérie des villes. Tout ça est très facile. Vous voulez dire les délinquants visibles? Oui, bien sûr. Mais c'est justement ça. C'est cette visibilité qui les rend vulnérables aux services de police. Donc il n'y a pas une grande dangerosité, enfin une malignité pour la société. En revanche, la délinquance des riches, ce dont on parlait, donc toutes ces histoires de corruption, d'évasion fiscale, de délinquance économique et financière, ont une toxicité bien plus importante parce qu'ils remettent en cause le pacte républicain et ils ont Cicéron parlait du funeste exemple des riches, c'est-à-dire qu'ils remettent en cause ce vivre ensemble, cette cohésion nationale, ce consentement à l'impôt, ce consentement à l'autorité. Donc il n'y a pas de ruissellement. La théorie du ruissellement en économie, évidemment, n'existait pas. Il n'y a pas de ruissellement de la richesse, mais il se pourrait bien qu'il y ait un ruissellement du crime. Du haut en bas de l'échelle sociale et que par leur exemple, cette délinquance des hautes couches de la société, des classes sociales favorisées, et par leur exemple, justement, des effets extrêmement néfastes sur la cohésion nationale, en tout cas bien plus que cette délinquance circonscrite à la voie publique des classes sociales inférieures. Donc il y a aussi ça dans cette idée de rééquilibrer la politique pénale. Il y a aussi cette idée en tête. Et si j'en crois votre note, là vous venez de citer Cicéron, justement vous expliquez que depuis Rome et ses jeux du cirque, les oisifs les puissants adorent en effet jouir du spectacle des pauvres se battant entre eux. Le spectacle est l'idéologie par excellence. Aujourd'hui, des chaînes d'information continuent et une certaine presse aux ordres perpétue ce principe qui consiste à se repaître des méfaits des autres pour faire oublier ses propres turpitudes. Oui, alors et vous deviez être malheureux quand vous étiez à la DST, vous? Non, parce que c'est vraiment un service qui est au cœur, c'est la colonne vertébrale du régalien. Donc, évidemment, on peut faire ce travail en ayant en tête la défense de la France, de la souveraineté. On défend la souveraineté nationale. Donc, non, il n'y a pas forcément d'ambiguïté, mais c'est une vraie prise de conscience, bien sûr. Ce sont des sujets qui se trouvent au cœur de la société, des rapports internationaux. Enfin, évidemment, ça éveille une conscience et chacun, après, se dépatouille avec son alchimie personnelle. Mais bon, pour revenir à cette société du spectacle, oui, ça fait vraiment partie, une dimension importante du coup d'État sécuritaire dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce spectacle des pauvres se battant entre eux, évidemment, polarise le paysage politique et tous les ministres de l'Intérieur depuis une vingtaine d'années se font fort de mater la délinquance des pauvres et font des carrières et font les fiers à bras par rapport à ça et voilà. Mais
encore une fois, c'est tout à fait déterminant ce qui s'est passé depuis à peu près une quarantaine d'années. On a vu avec la crise économique, et notamment après le premier choc pétrolier des années 70, la manière dont la droite s'est emparée de ce sujet de la violence pour justement l'attribuer uniquement aux classes sociales inférieures, puisque cette crise économique a eu pour effet de précariser une grande partie de la population. Et donc le bloc bourgeois, de manière générale, a estimé que cette précarisation d'une partie de la population était source de menaces, et donc a demandé un contrôle social plus important. Il faut savoir que entre le social et le pénal, travaillent un peu comme des vases communicants. C'est-à-dire, dans une société, plus vous faites de social, moins vous faites de pénal, et plus vous faites de pénal, moins vous faites de social. Alors évidemment, depuis une quarantaine d'années, tout ça est très déséquilibré, mais l'éthos punitif de la société de droite est maintenant tout à fait à son apogée. On a une victoire de l'école sécuritaire. On vit sous les auspices d'une victoire flagrante. Alors François, on va revenir tout à l'heure sur cette généalogie-là, parce que ça fait partie vraiment de l'intérêt de votre note, notamment de revenir assez longuement sur le divorce entre la gauche, la sécurité, la police, etc. On va dire depuis les années, justement les années 70, je parle belge parce que j'ai Robin qui est modérateur, chez nous c'est le belge de la maison. Mais je reviens juste sur cette histoire qui court dans votre première note, mais qui apparaît aussi très vite dans la deuxième note, celle de Marion, qui concerne des pistes de refonte de la police, ce que vous appelez la délinquance des pauvres, qui n'a aucune raison de constituer notre priorité. Vous revenez là-dessus. Comme c'est totalement à contre-courant de tout ce qui est dit à longueur de temps, de tout ce qui risque de nous être matraqué, sans mauvais jeu de mots à la con, jusqu'en 2022, comment vous pouvez vous défendre ? Vous rappelez quelque chose. Vous dites, en France, 90 personnes travaillent à traquer les plus gros délinquants financiers au sein de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Uniquement 43 sont dédiés à l'évasion et à la fraude fiscale. 43, donc c'est 2 équipes de foot avec les remplaçants. Ils doivent, je l'ai dit, on en a en ce moment, ils doivent chercher entre 80 et 100 milliards d'euros. Il pèse très très lourd. Le gars, sur le 43, je veux dire, il pèse très lourd quand même. Et en l'état, c'est un travail de Sisyphe. Vous avez donc travaillé là-dessus. Vous, ce que vous préconisez, donc intérêt général, donc on a un peu compris, vous êtes quand même bien à gauche. Vous préconisez qu'on aille taper un peu les riches. Oui, tout à fait. Quand on voit en fait les sommes qui partent à l'étranger ou qui sortent des circuits chaque année, ça nous semble être une priorité en fait de s'attaquer à cette délinquance, et qui aujourd'hui, enfin les chiffres que tu rappelais, en fait les effectifs sont totalement sous-dimensionnés, les compétences au sein de l'institution sont mal réparties. En fait, il y a des gens qui devraient pouvoir aller suivre certains types de sommes qui partent, et en fait c'est pas eux qui ont la bonne compétence, donc ils peuvent pas le faire. Enfin, il y aurait un gros travail déjà de remise à plat à faire, et ouais, après encore une fois, c'est ce qu'on disait en fait au début, c'est des questions de priorité politique. Alors oui, on peut chercher par exemple on peut préférer ce qu'on voit sur Twitter, les comptes de gendarmerie qui se félicitent d'avoir récupéré de la drogue en fait, qui sont des fraises Tagada ou des choses comme ça, et du coup aller chercher à démanteler les trafics par le bas, et on démantèle jamais rien, on tape juste sur des gens en fait qui sont qui eux ne représentent rien et finalement ne font pas forcément de mal à grand monde. Et de l'autre côté, il y a des gens qui font partir des milliards d'euros par an à l'étranger. Il y a des personnes qui réussissent à contourner l'État et à ne pas payer la TVA. La TVA qui est pas payée, c'est pareil, c'est plusieurs milliards d'euros par an. Donc après, c'est affaire de choix politique. Et du coup, nous, on estime que ce serait totalement prioritaire d'aller récupérer cet argent. Politique pénale nous permet à l'État ce type d'initiative et cette marge de manœuvre qui existe. Un État peut tout à fait développer sa propre politique pénale et re-hiérarchiser ses chantiers sécuritaires.
Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les deux délinquances des hauts et bas du spectre social n'ont pas la même toxicité pour la vie en société et la cohésion nationale, ça c'est une chose. Et donc, à moyen constant pour la délinquance des pauvres, comme on le dit, c'est-à-dire la délinquance de voie publique, il suffirait pour ça de renforcer les moyens institutionnels, les moyens humains, les moyens financiers et les moyens légaux pour justement permettre à cette lutte contre la corruption et l'évasion fiscale. On cite d'ailleurs dans la note, je crois, quelque chose de très concret, l'article 40 du Code de procédure pénale, justement, qui permet à un fonctionnaire, enfin qui oblige un fonctionnaire, quand il a connaissance d'un fait délictuel, de le rapporter au procureur de la République. On pourrait étendre cette obligation de l'article 40 du Code de procédure pénale au service de renseignement, parce que finalement, souvent, on se rend compte que cette information, ce renseignement fiscal, ce renseignement sur la corruption économique, souvent les services de renseignement en ont connaissance. Et évidemment, la protection du secret, le secret défense, ne leur permet pas, ou en tout cas leur permet de passer sous silence cette information. On pourrait imaginer que pour toutes les informations et les renseignements qui n'ont pas de dimension de sécurité nationale ou de souveraineté nationale, mais simplement des questions de corruption, permettre, ou en tout cas favoriser le fait que cette information sur des questions de corruption sorte plus facilement des services qui détiennent le renseignement. Mais comment François, vous expliquez que ça puisse exister? Ce tour de passe-passe absolument incroyable. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une médiatisation univoque sur un domaine, donc la petite délinquance, la moyenne délinquance ou la délinquance spectaculaire, mais quasiment rien sur la corruption, quasiment rien sur la fraude fiscale, sur les fonds vautours, sur la corruption, notamment des milieux politiques. Donc d'un côté, une médiatisation qui est réduite à néant, de l'autre côté, des moyens en hommes, en matériel qui sont, semble-t-il, extrêmement faibles, en tout cas c'est ce que eux disent et ce que vous dites. Comment ça marche, le tour de passe-passe? Il est où Majax, là? Ils sont pas faibles, ils sont simplement sous-dimensionnés. Mais le tour de passe-passe, il faut qu'on lance une cagnotte pour racheter CNews, BFM et voilà. C'est-à-dire que écoutez, c'est très simple. Ça s'appelle Au Poste. Ceux qui veulent donner, ceux qui veulent s'abonner, ils peuvent. En tout cas, multiplier, David, ce genre d'initiative pour ramer et contre ça, effectivement, c'est une victoire, encore une fois, éclatante, qui, grâce aux hommes d'affaires qui détiennent la plupart des grands médias mainstream en France, participe de ce camp qui est aujourd'hui le plus puissant et qui, encore une fois, qui détient le pouvoir et qui... Alors, est-ce que là, vous faites pas un peu preuve un tout petit peu de naïveté ou d'amnésie? Parce que dès le 19e siècle, on a des théoriciens, classe laborieuse, classe dangereuse, et en réalité, ça fait pas 40 ans que la perfidélisation des esprits a gagné. En réalité, ça a toujours été dominant. C'est plutôt de temps en temps dans l'histoire des moments où le social prime sur le pénal, on va dire ça, qui sont assez rares, qui sont circonscrits, mais la plupart du temps, ça a quand même toujours été ça, c'est-à-dire cette idée de frapper durement le pauvre, quoi. Oui, le pauvre, l'immigré, l'étudiant, le jeune, enfin... Sauf que les médias aujourd'hui, il y a une telle concentration entre les mains des principaux financiers du camp conservateur qui fait qu'aujourd'hui, on a un rouleau compresseur, je dirais à la fois sémantique, politique, contre lequel il est aujourd'hui impossible, en l'état actuel du rapport de force politique en France, il est absolument impossible de lutter. Donc voilà, c'est tout à fait d'ailleurs le cas, c'est très étrange. Vous voyez ce sentiment de montée de la violence. On dit en France, voilà, la sécurité fait partie des priorités politiques des citoyens. Et c'est marrant. Enfin, d'abord, il faut distinguer deux choses. D'une part, la peur victimaire, c'est-à-dire le fait, est-ce que les gens ont plus peur pour eux-mêmes quand ils sont chez eux, quand ils sont dans la rue. Or là, la plupart des études, ces 20 dernières années, montrent c'est relativement stable.
Donc il y a la peur victimaire pour soi-même ne grandit pas. Ce qui grandit au contraire, ce qui augmente, c'est la préoccupation pour la sécurité. C'est-à-dire le fait de se soucier, ce que le spectacle de la violence induit sur vous-même et votre préoccupation pour la sécurité, pour les sujets de sécurité, ça augmente. Et le seuil d'acceptation également. Tout à fait. Ça, c'est un biais extrêmement important. Oui, tout à fait. On vient de le voir ce week-end avec l'opération d'attaque sur les vitrines de la Samaritaine. Quand on voit le retour de flamme, quand on voit comment la presse, le personnel politique défend Bernard Arnault pour finalement une vitrine était gouachée, enfin je veux dire, mais on nous parle d'actes insensés, de sabotage, enfin je veux dire, c'est pas ça le sabotage. Mais si ces mots sont employés, c'est parce qu'ils sont choisis, et s'ils sont choisis, c'est parce qu'ils sont libérés d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on voit, il y a 15 ans, aurait été ridicule celui qui aurait prononcé cette phrase-là. Aujourd'hui, ça passe. Parce que le seuil de tolérance a baissé de par, effectivement, la propagande. Absolument. Il y a une intolérance à la violence qui a augmenté, une intolérance à l'insécurité, et des choses qui aujourd'hui nous scandalisent faisaient partie du quotidien, de notre quotidien des grandes villes. Il y a encore, c'est le problème des incivilités, par exemple, qui insupportent le quotidien des gens, mais qui finalement, il y a encore quelques dizaines d'années, faisaient partie du quotidien des gens. Mais cette préoccupation pour la violence, quand vous interrogez des gens, ils disent effectivement, on est plus préoccupé par la violence, on a l'impression qu'il y a une montée de la violence dans le pays. Mais si vous leur posez la question de dire, est-ce que vous-même, dans votre vie quotidienne, personnelle, vous vous sentez en insécurité, les gens répondent non. Est-ce que vous-même avez été confronté à des phénomènes de délinquance qui vous ont touché à titre personnel? Les gens répondent non. Ça veut dire que c'est un spectacle de la violence qui leur est imposé et qui les fait réagir. Et ce spectacle de la violence, on sait d'où il vient. Vous expliquez qu'il faut donc faire refluer le mouvement général de privatisation de la sécurité, la municipalisation de la police, etc. Vous êtes assez attaché, même très attaché, ça pourrait se discuter, mais là il faudrait beaucoup de temps, à l'idée d'une police nationale. Pour vous c'est extrêmement important, mais au-delà de ça, est-ce que là vous n'êtes pas dans un désert ? C'est-à-dire que même à gauche, il y a tout un tas de gens qui vous expliquent que de toute façon l'État n'a plus les moyens, donc il faut sous-traiter la sécurité, donc allons-y, police municipale, allons-y, boîte de sécurité, vigile, etc. Et revenir dans un autre sens semble hors d'atteinte, en tout cas à court terme. Alors le fait qu'on prêche dans le désert avec ces notes, ça n'est pas, on l'a déjà dit, on peut le redire. On l'a dit lors du premier point, la première priorité qui est de rééquilibrer la lutte contre la délinquance des riches par rapport à la délinquance des pauvres. Et on peut le dire aussi effectivement sur le retour de l'État dans les questions de sûreté. Bien sûr, seulement quand on est républicain et qu'on considère que seul l'État est garant de l'intérêt général, il n'y a pas forcément d'autres alternatives. Prenons les polices municipales. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes il y a pas très longtemps, en 2020. Il y a une explosion des effectifs des polices municipales. En gros, il y a plus de 25% en 10 ans. Il y a une explosion de leurs moyens légaux, puisque désormais, ils ont vocation à faire des palpations. Ils ont de plus en plus de moyens pour agir. Mais quel est le nom de cet État qui laisse justement aux municipalités? Je rappelle quand même que les premières municipales et les plus importantes aujourd'hui sont les polices municipales de la Côte d'Azur, qui ont quand même été créées peu ou prou pour défendre les intérêts des grands propriétaires de la Côte d'Azur. Comment on peut aujourd'hui imaginer que se satisfaire, si vous voulez, de communes riches qui seraient fortement dotées en police municipale et de communes moins riches qui ne le seraient pas. Voilà, alors ça par exemple, c'est un des points que vous mettez en avant, c'est la rupture d'égalité. Puisque vous êtes attaché à la République, la rupture d'égalité avec la municipalisation, puisque une ville riche a plus de moyens qu'une ville moins riche.
Moi, je propose, et on propose dans la note d'étatiser les polices municipales. Les polices municipales, aujourd'hui, les effectifs, c'est à peu près 10% des forces de sécurité intérieure. Il y a 23 000 policiers municipaux. On pourrait imaginer, alors là aussi, il y a une étude juridique à faire. Ce sont des pistes, encore une fois, très théoriques qu'il faudrait accompagner d'études d'impact juridiques, financières et statutaires. Mais on pourrait imaginer une étatisation des polices municipales. Ces 23 000 agents de police municipale rejoindre la police nationale. Je pense que certains y trouveraient avantage parce que du coup, ils auraient accès à des affectations sur l'ensemble du territoire français. Peut-être que certains seraient mieux payés. Voilà, on pourrait imaginer ça. Mais ce continuum de sécurité, cette décentralisation de la sécurité ne touche pas que les polices municipales. Regardez, on a vu lors de la campagne des élections régionales, chaque président de conseil régional de droite s'est fait fort d'avoir sa propre police, une police des transports, une police des lycées. Enfin, on a l'impression d'une espèce de retour à la féodalité avec des espèces de baronnies locales qui auraient leur propre force de sécurité, une sorte de nouveau Moyen-Âge en quelque sorte, où l'État se voit petit à petit dépossédé de ses fonctions régaliennes. On prend dans cette note un retour de l'État parce que lui seul a la légitimité, d'abord la légitimité de la violence, évidemment, d'exercer la violence, mais surtout la légitimité républicaine de l'intérêt général. Voilà, parce que sinon, effectivement, c'est une rupture d'égalité sur le territoire et entre classes sociales. Et ça, on peut difficilement s'en satisfaire. Vous faites, François, dans votre note, donc je rappelle, votre note est en deux parties, celle de Marion et celle de François. François, dans votre note, vous faites un peu de politique fiction. À quel défi serait confronté un ministre de l'Intérieur? Alors vous commencez en disant si par aventure la gauche sociale revenait au pouvoir, qu'est-ce qu'il aurait face à lui le ministre de l'Intérieur? J'ai l'impression l'enfer. Il aurait quoi face à lui aujourd'hui? Un Pierre Jox, par exemple, qui arriverait au ministère de l'Intérieur. Voilà, un ministre de l'Intérieur qui ne serait pas un valsien, qui aurait quelques idées de gauche. Avec lui, place Beauvau. À quoi il ferait face? Alors, vous citez Pierre Jox. Pierre Jox est justement l'exemple d'une réussite. C'est-à-dire que c'est pour nous l'exemple de quelqu'un qui a justement réussi à surmonter tous les défis dont on parle dans la note. C'est-à-dire qui a fait preuve à la fois de fermeté, qui a réussi à incarner le rôle de ministre de l'Intérieur, malgré une culture d'opposition qui suivait le Parti socialiste depuis des années. Alors, effectivement, si demain les urnes, puisque évidemment notre camp ne tirerait sa légitimité que de ça, si les urnes amenaient au pouvoir un camp réformateur, social, républicain et écologiste, un ministre de l'Intérieur aurait à faire à forte partie, d'abord des questions de gouvernance intérieure. Il y aurait évidemment beaucoup de tensions pour, d'une part, nommer des cadres. Possède-t-on les cadres suffisants en nombre et en compétences pour justement tenir un ministère comme celui du ministère de l'Intérieur? Ça, c'est un premier défi. Quelle attitude adopter vis-à-vis des syndicats, dont on a vu que les principaux d'entre eux avaient désormais versé dans l'ornière politique. Et puis, de manière générale, l'arrivée d'un tel camp au pouvoir en France susciterait des tensions sociales, des tensions d'ordre public qui seraient extrêmement importantes. On entamerait sans doute une période de grand désordre et de grande tension et de grande violence. Et là, notre humanisme et notre tolérance par rapport à ces questions-là seraient soumises à rude épreuve. Puisque est-ce que nous serions capables justement de faire preuve de mansuétude, d'intelligence, de compréhension et de nuance dans la gestion des affaires d'ordre public, ou serait-on contraint pour tenir le pays, un pays qui serait encore une fois sans doute soumis à une grande violence,
en tout cas provisoirement, contraint à prendre des mesures similaires à celles qui étaient prises avant. Ça, ce serait un premier défi, un défi qui, sans doute, en termes de gouvernance, nous occuperait les 6 premiers mois ou la première année. Il y aurait là un passage certainement, vu l'état des forces, l'état de tension dans le pays, et surtout les forces du camp conservateur qui s'opposeraient justement à cette prise de pouvoir. Il faudrait s'attendre sans doute à un moment de grande tension et de grande violence. On vous demande dans le chat, là je vais commencer, bien que j'ai encore même pas un tiers des questions que je voulais vous poser, donc c'est vous dire. Je vais quand même faire remonter un peu le chat parce que l'idée c'est de faire une émission collective, de réfléchir collectivement à nos libertés collectives, à nos libertés fondamentales et d'essayer de casser aussi ce registre-là de l'interview classique, etc. Donc d'injecter ce que les citoyens followers de Post peuvent dire. Alors il y a quelqu'un, encore patate télescopique, qui vous demande ce que vous pensez de l'idée qui vient des États-Unis de définancer la police. Et si j'aborde dès maintenant cette question, c'est que ni dans votre note François, ni dans votre note Marion, me semble-t-il, la question de l'abolition de la police, la question de l'abolition de la police n'est évoquée. Il y a juste à un moment, François, une expression que je trouve très intéressante qui parle de décroissance sécuritaire. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais d'abord, Marion, cinéphile s'il en est, si on veut regarder son profil Twitter, je crois que c'est Al Pacino dans je ne sais quel film. Donc, aussi, on n'est vraiment pas chez les cons, quoi. Donc, Marion, trêve de plaisanterie. Pourquoi vous n'abordez pas l'abolition et qu'est-ce que vous pensez de ce courant encore minoritaire, très, très clairement, mais qui existe? Et est-ce que ce n'est pas aussi, en ayant une position plus radicale que celle de la refonte, de la réforme, qu'il pourrait y avoir une espèce de Big Bang à gauche sur les questions policières? Double question que je vous pose. On vient de parler d'abolir la police. Oui. Moi, je veux bien. Mais comme disait Danton, on ne détruit que ce qu'on remplace. Donc, ok, détruisons la police. On la remplace par quoi? Par des milices de quartier, comment on attrape les voleurs. Il me semble quand même que cette institution, je pense, c'est le pari de cette note justement de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je comprends que la police suscite des critiques, mais le pari de cette note, c'est justement de faire de la police, en tout cas de la sécurité, le vecteur, la réintroduction de la République, d'en faire justement un instrument de retour de principes républicains et non pas d'abolir tout simplement une institution qui en elle-même n'existe et n'est jugée que parce qu'elle fait, ou plutôt parce qu'on lui fait faire. Alors abolir la police, sans doute pas. Par contre, on avance une piste dans la note qui est la dépoliciarisation de certains domaines. Il est clair qu'aujourd'hui, la police est utilisée dans tout un tas de domaines dans lesquels elle n'est pas forcément légitime, ou en tout cas, elle attire légitimement les critiques. Je pense notamment au conflit d'usage de l'espace public. Je pense au contrôle sanitaire, on l'a dit, de couvre-feu. Je pense à des choses comme ça, pour lesquelles finalement la police nationale, en tout cas aujourd'hui, a tout à perdre en termes d'image, en termes de temps passé, et qu'il y a des expériences qui existent en Amérique du Sud, au Canada, etc., et en Espagne, qui justement visent à repositionner la police sur les sujets régaliens, là, sur les sujets sur lesquels elle est pleinement légitime, acceptée par la population, et a un mandat clair de l'État pour le faire. Pour le reste, elle y perd beaucoup, elle y perd en temps, en moyens humains, en moyens financiers, mais en termes d'image surtout. Et je crois que ce serait surtout ça qui serait à prendre en compte. Alors on va attaquer le volet 2 dans quelques instants. Donc là, Marion se prépare sur les propositions pour refonder la police. Mais je voudrais quand même aborder un des derniers points, François, de votre note. Ce que vous appelez en finir avec le mal-être policier, et notamment au détour de ce paragraphe, il y a quelque chose, vous avez une idée qui me plaît bien, voyez-vous.
Instauration d'une commission exceptionnelle sur les morts et les blessés. En disant qu'il pourrait aboutir à la poursuite, à la radiation des responsables policiers. Et vous ajoutez, bon là on voit d'où vous venez, mais aussi à la récompense des fonctionnaires exemplaires. Voilà. Mais cette question-là, alors qui est aussi abordée avec la question de l'IGPN, mais on verra ça avec Marion, parce que ça fait partie de vos propositions sur l'idée de refonder complètement l'IGPN. Ça servirait à quoi, d'après vous, de créer une commission sur les morts et les blessés, donc si j'ai bien compris, suite à des opérations de police, ça servira à quoi? On a vu l'exemple dans les conflits internationaux des commissions justice et vérité qui ont fait un travail extraordinaire de réconciliation de populations qui en étaient amenées à s'entretuer, etc. Et évidemment, on n'en est pas là en France. Mais ça montre comment, quand on a le courage de se mettre autour d'une table et de discuter, il y a tout intérêt aujourd'hui à revenir. Bon, il y a eu évidemment, la note a été faite dans la suite des Gilets jaunes et de toutes les violences qui ont eu lieu à ce moment-là. Mais on a dit tout à l'heure que si jamais, par exemple, le camp républicain arrivait par miracle au pouvoir, il y aurait le même type de violence sans doute. Et qu'il y a sans doute avantage à revenir sur ces sujets-là et à faire un retour d'expérience ça n'est jamais du temps perdu. Et voilà. Évidemment, le lien avec le sujet d'IGPN, en tout cas de plus largement du contrôle des activités de police est pendant, et que évidemment le thème des sanctions, le thème des réparations, en particulier pour les victimes, mais ne serait-ce qu'avancer sur le terrain de la reconnaissance des erreurs passées, serait sans doute une chose qui serait profitable à tout le monde, population aujourd'hui qui s'interroge sur l'image de la police, mais policiers eux-mêmes qui seraient relégitimés et réconfortés dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, qui est aujourd'hui abîmée dans les yeux de leurs concitoyens. Marion, est-ce que vous voulez qu'on aborde votre travail? Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, votre travail, c'est l'épisode 2 des notes. Donc, François va pouvoir se désaltérer un petit peu. Je vois qu'il a une petite bouteille d'eau. Moi, j'ai un petit verre. Donc, vous avez la lourde tâche d'essayer de penser la police au service du peuple et d'apporter des suggestions de propositions. Alors, d'abord, je vais vous poser la question tout simplement. Au nom de quoi vous nous faites des propositions? Qu'est-ce qui vous légitime pour nous faire des propositions? Je pense que tout le monde est légitime à proposer des choses. Enfin, l'institution policière, elle est redevable. C'est pas quelque chose qui fonctionne en vase clos. Et tous les citoyens devraient et doivent avoir un droit de regard sur cette institution. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir coécrire cette note, mais demain, j'aspire à ce que chaque citoyen puisse donner son avis sur l'institution policière et puisse faire remonter dans des commissions, dans des juridictions, les propositions qu'il pourrait avoir pour améliorer cette institution. Donc moi, là, j'ai eu une sorte de privilège, mais demain, j'espère que c'est quelque chose qui sera universel. Je vous pose cette question évidemment très brutale. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est toujours renvoyé, en tout cas de plus en plus, à tous ceux qui osent apporter une parole discordante, qui réclament qu'on puisse observer de manière frontale et profonde la police. On nous dit mais au nom de quoi? Bon, voilà. Mais là vous avez très bien répondu. Vous expliquez dans votre deuxième note, qui est donc refonder la police, le point 3, revenir. La phrase, c'est « revenir à la raison dans la lutte antiterroriste ». Alors, quand est-ce que la France a perdu la raison et qu'est-ce que serait la raison dans la lutte antiterroriste? Alors, la France a perdu la raison en plusieurs étapes. D'abord en 2007-2008, puis en 2012, et enfin a achevé sa course folle en 2015. Ce qu'on propose dans la note, c'est, vu le changement de stratégie antiterroriste qu'a suivi la France ces dernières années, c'est à tout le moins de procéder à une évaluation.
cette inflexion de notre doctrine qui s'est fait, comme je l'ai dit, en différentes étapes. Les enjeux sont trop importants en termes de liberté publique et même en termes d'efficience opérationnelle. Les enjeux sont aussi très importants en termes de finances publiques. Il y a eu un rapport de la Cour de compte il y a quelques années qui chiffrait à peu près à 9 milliards le surcoût pour les finances publiques. Alors ça, j'ai lu ça, c'est sidérant. 9 milliards serait le coût de la lutte antiterroriste. Alors, malheureusement, vous ne décortiquez pas ces 9 milliards. À la louche, c'est quoi ? C'est l'opération Sentinelle, c'est la technologie, c'est quoi ? Il faut savoir que ça ne concerne que les ministères régaliens, c'est-à-dire que c'est uniquement justice, intérieure, défense. Déjà, donc tous les surcoûts provoqués, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale, etc., ne sont pas pris en compte. Donc c'est au bas mot, ces 9 milliards. Bien sûr, les augmentations d'effectifs et du budget qui ont été énormes ces dernières années, voilà, tout ça a provoqué un surcoût de 9 milliards. Donc cette inflexion de notre doctrine a coûté un pognon de dingue, quoi. Donc, il faudrait, je pense... Je ne vois pas à quoi vous faites allusion avec cette phrase. Non, moi non plus. Au moins à l'évaluation de ce... Et on a les moyens. On pourrait missionner un groupe composé des grands corps d'inspection de l'administration, associés à des universitaires, des sociologues, des anthropologues, enfin, pour voir un petit peu quel a été l'effet de cette nouvelle doctrine. Ça, c'est dans un premier temps. Et fort de ça, rebâtir une doctrine antiterroriste telle qu'elle était avant que la France suive justement les préceptes de la guerre contre le terrorisme anglo-saxonne. Ce changement de doctrine a eu des effets extrêmement importants dans notre relation vis-à-vis de l'islam, le fait d'essentialiser l'islam dans la violence politique, le regroupement des services, la lutte contre la radicalisation, le contre-terrorisme qui est aujourd'hui clairement assumé. François, m'en voulez pas, mais je suis obligé là, ça me fait trop plaisir. Vous avez travaillé à la DST, vous avez travaillé au RG, vous avez travaillé à l'UCLAT, qui était le service de coordination de la lutte antiterroriste. Hein, c'est ça son titre. Ce que vous êtes en train de me dire, ce que vous êtes en train de nous dire, vous l'avez ressenti quand vous y travailliez dans ces services. Est-ce que vous étiez isolé à penser ça ? Est-ce que d'autres le pensaient ? Est-ce qu'il y a des discussions sur ces questions de fond ou pas ? Où les gars et les filles sont là pour... ils font leur boulot et puis voilà. Ou est-ce qu'il y a un peu de jugeote ? Alors, les services antiterroristes, de manière générale, ne sont pas le lieu du débat. Le débat prend son essence dans les consciences citoyennes. Enfin, et en tout cas, concernant ces fonctionnaires-là, si débat il est fait dans la sphère privée. Il faut savoir que, encore une fois, nos préconisations et notre réflexion ne s'attachent pas à critiquer les services. La plupart des gens qui en font partie font un bon travail, ils ont souvent le nez dans le guidon, ils sont très occupés, enfin, et voilà, ils font leur travail avec conscience et ils font ce qu'on leur dit de faire. Alors que certains réfléchissent, que certains aient un regard critique peut-être, mais le fait pour moi d'y avoir fait un bref passage me permet justement de dire que d'abord je sais à peu près comment ça marche, et puis je peux justement me faire fort de dire que c'est sur la base de l'efficacité que je me situe. C'est-à-dire que on peut difficilement me taxer d'angélisme sur ces questions avec ce petit passage que j'ai fait dans les services concernés. Ma seule boussole, enfin en tout cas une de mes seules boussoles, c'est justement de dire non seulement c'est sans doute contre-productif, mais c'est peut-être pas tout à fait si efficace qu'on veut bien le dire. Prenons la lutte contre la radicalisation et l'essentialisation de l'islam dans la violence politique. Finalement, est-ce que ça ne crée pas plus de désordre ? Est-ce que ça ne radicalise pas plus certaines populations ? Et justement, ça fait contre-emploi et c'est contre-productif. Mon seul souci, c'est celui-là, et c'est justement sur la base de ce que j'ai observé dans ces services-là que je peux le dire. Le contre-terrorisme, le fait d'assumer les assassinats ciblés de certains leaders, tout ça. Est-ce que vraiment, opérationnellement, ça fait décroître la menace ? Je ne sais pas. En tout cas, lançons le débat, peut-être. Enfin,
pour un leader djihadiste tué de par le monde, est-ce que ça ne suscite pas autour de lui, chez ses proches, sa famille, ses amis, un regain de radicalisation et de motivation pour lutter contre la France? Pour un homme perdu, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec 100 combattants en plus devant nous? Et tout à l'encan, c'est-à-dire que, encore une fois, on se trouve dans la guerre contre le terrorisme, c'est ça. Ce sont surtout des rodomontades qui ont pour effet de rassurer la population et d'assurer des gains politiques pour le camp conservateur. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Mais malheureusement, ce camp conservateur se montre souvent complice de la menace terroriste. Comment dire les choses autrement quand ce camp conservateur accepte d'accéder à la demande des terroristes, de situer leurs crimes sur le plan religieux et sur le plan de la guerre? C'est tout ce qu'ils demandent. Les terroristes ne demandent que ça, qu'on considère leurs crimes comme étant d'une part des actes de guerre et d'autre part des actes religieux. Alors, quelle serait une vision non conservatrice de leurs actes? Il faut justement priver, non conservatrice, il faut justement priver le terrorisme de cette charge émotionnelle. De cette charge émotionnelle qui est le rapport à la guerre et à la religion. Donc, désexceptionnaliser le sujet, revenir à un débat sémantique plus serein, cesser de constamment en appeler à la mobilisation générale, à la guerre, avoir comme une espèce de, comment on pourrait dire, de sobriété sémantique. Il y a tout un terrain sémantique à regagner sur le sujet et cesser de jouer... d'incendier ce tapis de feuilles mortes qu'est la menace terroriste en revenant à un langage qui permet de ramener la menace, qui est une menace dramatique, qui crée des victimes. Et évidemment, il faut lutter contre ce crime, comme la France l'a toujours fait. On est une vieille terre de violence politique, ça ne date pas d'hier. Et on a toujours réussi à circonscrire cette menace avec des méthodes qui étaient tout à fait honorables. Et on a toujours eu en France un niveau de violence politique qui était ce qu'il était, qui venait... de toute façon, tous les groupes internationaux venaient à un moment donné sur notre sol régler leurs comptes entre eux. Donc, on a l'habitude. Mais cette guerre contre le terrorisme, cette surveillance de masse, puisque peut-être qu'on en parlera, et tout cet argent et tout ce contrôle social que ça induit, je ne suis pas sûr que... Enfin, en tout cas, l'objectif de la note, c'est d'ouvrir le débat. Débat qui est aujourd'hui totalement verrouillé. Et franchement, il est de très haute qualité ce soir. C'est réussi, votre mission est accomplie. Alors, dans votre chapitre sur l'antiterrorisme, Retour à la raison, vous évoquez une épure, revenir à l'épure d'un modèle français. Et là, je vous avouerai que moi, j'ai pas bien pigé de quoi vous parliez. C'est quoi cette épure du modèle français ? Je trouve que par le passé, j'ai travaillé notamment sur l'affaire dite de Tarnac. Donc là, on est en 2008. Donc on est avant. Ça a changé en 2007, mais surtout 2012, etc. Voilà. Pour moi, c'était pas tout à fait un modèle, cette affaire-là. Il y a eu, depuis toujours, il y a c'est une matière extrêmement complexe, l'antiterrorisme, extrêmement politique. Donc, c'est quoi cet âge d'or ou cette épure de modèle français que vous aimeriez voir revenir? Il y a eu à un moment donné, et je ne sais pas si on y reviendra à la fin c'est-à-dire cet essai en France en 81-82, avec la suppression de la Cour de sûreté de l'État, en tout cas pour les affaires de terrorisme, de revenir on parlait de décroissance tout à l'heure, de revenir à une gestion, je dirais, normale, républicaine de ces sujets-là. On parlait de République aussi en début d'entretien. La République nous oblige, par exemple, dans son principe de laïcité. On ne peut pas lutter contre le terrorisme dit djihadiste en allant sur leur terrain, en allant sur le terrain de la religion. C'est justement sur ce terrain-là que les criminels nous attendent. Et que, alors qu'on a toujours lutté en France, que ce soit contre le terrorisme d'extrême droite, d'extrême gauche, corse, breton, basque, etc., avec la même motivation, avec les mêmes personnels, avec les mêmes lois et avec les mêmes effectifs et les mêmes services. Or, on a l'impression aujourd'hui, avec ce terrorisme dit djihadiste, qu'il nous faudrait des lois spéciales, qu'il nous faudrait des services spéciaux, des méthodes particulières, et revenir à l'épure, ce serait justement ramener ce terrorisme qui n'a rien de plus
mais rien de moins. Mais que ce qu'on a connu pendant des décennies et des décennies en France. Or, aujourd'hui, c'est un débat qui est piégé parce que, justement, ça répond à... Et on connaît les bénéficiaires, parce que les bénéficiaires de cette dramatisation de la menace terroriste, de cette fétichisation de la menace terroriste, sont tout à fait connus, identifiés, là encore, et on va ramener à contre-courant de le rappeler, mais c'est d'une part l'influence anglo-saxonne et la guerre contre le terrorisme, qui est un soft power extrêmement puissant au profit des États-Unis et qui a justement réussi à rallier tous les alliés qui s'étaient un peu éparpillés après la chute du mur de Berlin. Tout ça est extrêmement documenté, notamment les think tanks conservateurs américains après la chute du mur, ont réussi à ce changement obsidional de la menace, à se repositionner sur la menace islamiste. C'est quand même intéressant, par exemple, que la chute du mur de Berlin en 89 a lieu la même année que l'affaire Rushdie. Quelle merveilleuse opportunité, justement, de se repositionner sur une menace capable de ressouder le camp occidental. Messanges Pictavienne vous dit deux choses. Que c'est très intéressant de sortir le terrorisme du politique et du religieux, de les inscrire dans le crime de droit commun qui vise chaque citoyen, quelle que soit sa religion, etc. Et elle nous dit le procès Bataclan est une voie privilégiée pour ne pas aller sur le terrain djihadiste. Donc, c'est-à-dire pour être plutôt aller sur votre terrain à vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et malheureusement, ce ne sera pas le cas, parce que le procès Bataclan va être encore une fois le lieu d'une parole avec encore une fois tout le respect qui est dû aux victimes et à qui on doit, et la société doit réparation, mais il va être le lieu d'une parole inaudible et les thèses qu'on avance justement vont devenir complètement à contre-courant. Moi, j'ai pris l'habitude, moi qui, justement, avec mon ouvrage « La révolution antiterroriste », etc., qui a été extrêmement critiqué sur ces sujets-là, qui prône un retour, encore une fois, à cette épure française et républicaine. Les périodes de procès sont en général des périodes d'hystérisation du débat qui rendent complètement inaudibles ces questions-là. Et vous allez voir qu'encore une fois, à partir du 8 septembre, il va y avoir les excès que l'on a connus par le passé et au sein desquels des gens qui, justement... et qu'est-ce que vous répondez je sais, alors je ne vais pas citer de nom, je sais qu'il est dans le chat, il y a un policier qui a ce que les policiers appellent fait les terrasses, c'est-à-dire il est allé voir les cohortes de ceux qui sont tombés sous les balles du Bataclan. Comment faire cette dissociation que vous appelez de vos voeux? Parce que là, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, on va dire. Voilà. Comment on fait pour ramener l'entendement? Mais bien sûr. Pour ramener ce que vous appelez à la raison. Le terrorisme, c'est justement ce qui fait son succès, c'est le règne de l'émotion, c'est le règne de la peur, de la terreur. C'est justement ça qui fait que c'est un crime à part. Mais l'État se grandirait de ne pas le traiter à part, justement, et de les traiter comme l'ensemble des menaces qui pèsent sur les citoyens. Le chemin qu'on suit est une ligne de crête, dans la mesure où, et je pense qu'on peut le faire à la fois en ramenant la raison, de condamner ce crime, de condamner ces crimes qui sont évidemment des crimes impardonnable, dans la mesure où, plus que tout autre, il vise des innocents. Mais en même temps, et je pense qu'on peut le faire, en même temps, dans le même moment, avec les mêmes capacités intellectuelles et la même sincérité, condamner leur récupération. Et condamner justement le fait que certains s'en saisissent. Je parlais tout à l'heure des marchands de peur, par exemple. Tous ces marchands de peur qu'on voit dans les médias, ces conseils en sécurité, ces sociétés de sécurité privée, etc., qui font leur miel de cette menace. Et à ce policier, je veux dire ça, je pense qu'on peut à la fois être triste, en colère. La colère est un sentiment, évidemment, qui anime tout le monde quand on regarde les dégâts que fait le terrorisme. Mais en même temps, je ne veux pas paraphraser et dire trop souvent en même temps. Là je suis un peu inquiet, là, François, depuis deux minutes. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui lui prend, là, cette macronisation? Que ces marchands de peur, ces faux experts sont aussi les bénéficiaires secondaires du crime terroriste. Et ça, on peut le dire aussi. On peut le dire aussi. Et qu'en faisant ce qu'ils font, on peut même presque les taxer
de complices de fait du crime terroriste, parce que en le mettant en scène de telle manière, ils ne font qu'attirer justement les vocations et peut-être susciter des vocations de tout un tas de jeunes gens qui, sans eux, finalement, auraient passé leur violence à autre chose. Et là, je crois qu'il y a une lucidité. Alors évidemment, cette lucidité appelle des critiques, et ça, je le comprends très bien. Mais voilà, on est ainsi fait. Je vais revenir à Marion dans quelques instants, mais François, moi j'aime bien lancer des invitations publiques, parce que là, comme il y a du monde, si vous dites non, bah, vous êtes dans la merde. Mais puisque grâce à ceux qui font sonner la fanfare, donc merci à Concorde, ça veut dire qu'elle s'est abonnée à la chaîne. Merci beaucoup. Il n'y a pas à s'excuser de l'avoir fait sonner à ce moment-là. On a repris l'émission, il n'y a pas de problème. François, moi je vous propose, si vous êtes disponible en septembre, je crois que c'est en septembre qu'il y a le procès Bataclan, ou octobre, c'est ça, hein. Si vous voulez venir... À partir du 8 septembre, oui. À partir du 8 septembre, si vous voulez venir à nouveau au poste, on discute des débats qui aura lieu et dont on entendra... J'aimerais beaucoup avoir votre éclairage. Vu ce que vous venez de dire là, je trouve qu'il y a... Voilà, ça pourrait être... Donc, en fait, je vous invite pas, je vous reconvoque pour le mois de septembre. Alors, Marion, je reviens à vous. Si vous êtes d'accord, le 4e point, lutter réellement et efficacement contre les violences sexuelles. Donc ça fait partie des propositions que vous formulez. Et j'en profite pour vous demander une question de 18h10, donc au tout début de l'émission, de Ramon Saladier, qui vous demande, est-ce que dans les violences sexuelles, vous mettez les féminicides et des... Voilà, est-ce que... Et voilà. Oui, bien sûr. Peut-être que la formulation a été trop restrictive, mais en fait, on parle d'accueil des victimes. Donc, il s'agit des violences sexistes et sexuelles sur lesquelles, en fait, il peut y avoir une plainte déposée. Et justement, le fait de traiter à temps les violences à l'endroit des femmes, le but, c'est aussi d'éviter des féminicides. Donc, il ne s'agit pas uniquement de viol ou de sujets comme ça, c'est vraiment toutes les violences à l'endroit des victimes qui sont traitées là. Et ce que je développe notamment à l'issue de cette partie, c'est que le système qu'on propose par l'intermédiaire d'un parquet, c'est quelque chose qui après pourrait être transposé par exemple pour les violences de nature raciste, homophobe, que en fait il y a le prisme là qui a été mis en avant, qui est celui des violences sexistes et sexuelles, mais que c'est quelque chose qui peut se transposer à d'autres types de violences en fait. Et alors vous donnez un exemple, je vous avoue que j'ignorais, qui est ce que vous appelez la méthode de Philadelphie. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne ? Je pense déjà, donc tout d'abord pour contextualiser, il y a une approche de la sécurité qui est vraiment champ par exemple les questions de maintien de l'ordre, beaucoup de choses qui sont très portées à gauche, et il y a beaucoup de sujets en fait, notamment en fait pour moi ce qui relève, enfin par exemple moi en tant que femme, ce qui fait que je me suis intéressée à la sécurité, c'est parce que bon je suis de gauche, la question par exemple des violences en manifestation, mais c'est vraiment ma conditions, par exemple, de femmes, le harcèlement de rue, des violences qu'on peut subir qui font que je me suis intéressée à la sécurité et pas autre chose. Et donc, en fait, c'est des choses, pour le coup, quand on regarde à gauche, on est souvent bien démunis. On parle par exemple, de harcèlement de rue, on parle de beaucoup de sujets, mais hélas, il y a un creux aujourd'hui dans les solutions qu'on propose, et pourtant c'est des sujets en fait qui sont portés, qui sont déplorés, pointés du doigt par des millions de personnes aujourd'hui. Donc on est vraiment sur des sujets qui sont durs à traiter aujourd'hui, mais en même temps qui concernent une quantité de personnes qui est incroyable. Donc l'idée en fait d'aborder ça dans la note, c'était de dire que, attendez, parce que je crois que ça il faut le rappeler. Je vais essayer de retrouver. Voilà, c'est en première ligne. 16% des femmes. 16% des femmes qui subissent des viols ou des tentatives de viol. Et tentatives de viol. 93 000 femmes violées en 2017. Donc en fait, quand on parle d'une police au service du peuple, c'est
pas uniquement, entre guillemets, traiter des drames de manière ponctuelle, c'est aussi chercher des solutions donc à des sujets qui sont beaucoup plus profonds, qui sont durs à aborder, enfin qui sont totalement, je pense, invisibilisés aujourd'hui, notamment parce qu'on a quelqu'un qui est accusé de viol au ministère de l'Intérieur. Et donc la méthode de Philadelphie, moi c'est une méthode que j'avais découvert pendant les élections municipales. J'étais candidate dans un arrondissement à Paris avec mon binôme, on s'intéressait. Attendez, quel arrondissement? C'est important. Le 11e, vous étiez chez les bobos, quoi. Non, le 10e. Ouais, c'est juste à côté. C'est apprenti bobo. Pardon. Allez-y. Après, le harcèlement de rue, on le subit partout, hein, que ce soit Absolument. chez les bobos, chez les riches, chez les pauvres, partout. Mais et donc on cherchait des solutions parce que donc à Paris, tout le monde parlait de la police municipale. Nous, la liste sur laquelle j'étais, on était contre la création d'une police municipale à Paris, Ouais. donc on avait du temps pour s'occuper l'esprit, pour réfléchir aux questions de sécurité. Et on est tombé sur cette méthode de Philadelphie en s'intéressant en fait aux travaux faits outre-Atlantique qui, en matière de sécurité, sont assez inspirants. Et cette méthode de Philadelphie, pour la présenter, en fait, c'est une méthode qui a été développée par une avocate et qui a été déployée pour la première fois donc en 1999, où en fait, il a été possible pendant une semaine à une dizaine de personnes, des gens notamment issus d'associations féministes, de réouvrir tous les dossiers qui n'avaient pas été instruits suite à un dépôt de plainte. Et donc l'idée c'était de dire d'accord, il y a une femme qui a déposé plainte pour viol. Pourquoi est-ce que du coup ça s'est arrêté en fait, enfin pourquoi est-ce que l'étape s'est arrêtée après le dépôt de plainte? Et donc cette dizaine de personnes qui a eu une semaine pour revoir beaucoup de dossiers, en fait elles ont étudié les questionnaires qui ont été faits passer aux victimes. Et en fait après ce qui se passe c'est qu'une fois que les questionnaires sont étudiés, puisque donc c'est des choses qui sont notées, il y avait un retour critique qui était fait donc à l'institution. Je pense que par exemple de manière assez grossière, mais des choses qui se passent souvent, ce qu'on voit très souvent pointer du doigt, c'est le fait, par exemple, quand il y a une femme qui dit qu'elle a été violée, on va lui demander si elle avait bu, quelle était sa tenue, quelles sont ses mœurs, est-ce qu'elle est dans une relation stable ou pas. Et donc l'idée, en fait, c'est de changer à terme en disant aux policiers, en fait, ça, vous pouvez, enfin, c'est pas une manière de faire, c'est de changer, en fait, à terme, la manière dont les interrogatoires sont menés. Si les questionnaires sont mieux menés, il y a plus de plaintes ensuite qui sont instruites et traitées. Pour compléter, c'est donc la société civile qui vient regarder comment la police travaille sur ces questions-là et qui fait des recommandations à la police en disant ça, ces questions-là, on va oublier, vous devriez mettre l'accent là-dessus, etc. C'est ça un peu ce que vous appelez la méthode de Philadelphie. Est-ce que vous savez comment la police de Philadelphie réagit à ça? Est-ce qu'elle a accepté? Est-ce qu'elle a comment ça se passe ou comment ça s'est passé? Vu les chiffres, ça s'est bien passé, puisque en fait, ce qui est important, c'est pas forcément ce que fait l'institution. Si les personnes membres de l'institution perpétuent en fait des schémas qui sont sexistes, qu'ils ne soient pas d'accord, très bien, mais en fait, c'est eux qui sont en faute. Et en même temps, donc ce qui est important sur cette question, c'est le résultat. Et en fait, à Philadelphie, avec cette méthode, entre 1998 et 2016, le nombre de plaintes pour viol, donc jugées non fondées par la police, il est passé de 18% à 6%. Donc peut-être qu'au départ, les policiers n'étaient pas contents. Ça, j'ai pas vu de choses, mais ce qui est important, c'est le résultat, c'est comment les victimes sont accueillies. Et en fait, l'accueil des victimes a été très nettement amélioré. Donc, en fait, cette méthode, elle a deux externalités positives. La première, c'est que donc les victimes sont mieux traitées, sont mieux accueillies, et donc avec des meilleurs questionnaires, les plaintes ensuite elles sont instruites. Et la seconde externalité positive, qui est la conséquence de ça, c'est que en fait, quand une femme qui subit un préjudice, que ce soit donc des menaces de son conjoint à un viol, et quand elle sait que la police va bien la recevoir, que en fait après un crime à son endroit, un délit, elle va pas passer ensuite un mauvais moment quand elle va face à l'institution, les victimes en fait elles reprennent confiance et elles vont plus porter plainte. Et peut-être qu'aujourd'hui en fait ce serait peut-être le meilleur moyen de traduire dans la justice cette libération de la parole. Est-ce que vous croyez que pour ceux qui s'intéressent, comme c'est le cas des gens qui sont ici, qui s'intéressent aux libertés publiques, aux libertés fondamentales, aux libertés individuelles, est-ce que vous pensez que l'échéance présidentielle vaut le coup de jouer un rôle ou pas? Est-ce que vous pensez que la refonte de la police, la discussion sur sa nature, sur ses prérogatives, sur sa doctrine, ça se passe ailleurs, ça se passe ici, ça se passe dans vos notes, ça se passe dans des... Où est-ce qu'il faut
s'impliquer dans 2022 sur ces questions-là? De toute façon, ceux qui ne s'y impliqueront pas, d'autres s'y impliqueront pour eux. Donc, le débat a déjà eu lieu et on sait très bien comment ça va se passer. Les médias dont on parlait tout à l'heure, mainstream, enfin, en tout cas, et notamment l'audiovisuel, et en particulier les chaînes d'information continue ont déjà fait leur choix par leurs propriétaires. Et donc, on s'attend déjà, les choses sont écrites. Pour ma part, je continuerai en tant que chercheur à travailler sur ces questions parce que finalement, je trouve que la violence la violence, de manière générale, est une excellente porte d'entrée pour expliquer les choses, pour expliquer les trajectoires des sociétés, que c'est un marqueur et il n'y a pas sans doute meilleur. Enfin, voilà, je suis pas économiste, mais je trouve que c'est un marqueur tout à fait pertinent et significatif de la manière dont les sociétés évoluent. Donc, je continuerai ce travail. Je n'irai sans doute pas beaucoup au-delà. Je n'ai pas une vocation de martyr. Et donc, je continuerai à produire ce genre de papier et puis après que d'autres s'en emparent. Mais effectivement, on aura fort à faire et que 2022, c'est sans doute un peu trop tôt. Il faudrait voir au-delà, aux échéances suivantes. Mais il y aura bien un moment où ce grand cirque, ce grand barnum de la violence et de la sécurité va bien finir par trouver ses limites et que on arrivera bien un jour à percer quand même tout ce tissu de mensonges et de mythologie sécuritaire. Et cette note est déjà une petite pierre pour ça.